Bienvenue à vous tous pour ce webinaire consacré à la gestion de la crise sanitaire que nous subissons tous actuellement. Je précise que ce webinaire a été préparé en partenariat avec la CPME et je remercie vivement Jean-Michel Aget, son président, pour son implication. Alors, je précise que ce webinaire est diffusé en direct et enregistré afin qu'il soit accessible à tous. Vous pouvez le retrouver sur le site web qui a servi à l'inscription et qui se trouve dans la conversation sur la droite de votre écran si vous cliquez sur l'onglet Conversation. Donc, je me permets de rappeler que notre CCI s'est mobilisé de façon tout à fait exceptionnelle pour accompagner les entreprises qui ont subi cette crise inédite. Nous avons mobilisé tous nos collaborateurs pour écouter, renseigner, informer nos ressortissants et plus largement tous ceux qui se sont adressés à nous sur les dispositifs mis en place par l'État et les collectivités territoriales. Alors, comme pour toutes les situations de crise, nous avons besoin de faire le point pour en tirer les meilleurs enseignements et surtout pour anticiper l'après-crise et pour pouvoir rebondir à nouveau. Le climat anxiogène de ces dernières semaines et la longue période de confinement que nous avons vécu ont certainement changé certains comportements d'achat. Vous l'avez certainement déjà constaté et cela va impacter nécessairement vos activités. Alors à ce jour, bien des questions restent sans réponse pour les entreprises. Quelle responsabilité? Quelle réorganisation? Comment mettre en place les fameux gestes barrières? Mais aussi, et pourquoi pas, comment utiliser le Covid comme un vecteur de changement? Nous ne retrouverons pas le monde d'avant, nous le savons, et il faut s'y préparer. Alors c'est pour nous y aider à y voir plus clair et surtout pour nous faire profiter de son expertise dans la gestion des situations de crise que nous avons demandé à Eric Zipper, qui se présentera lui-même, de partager avec nous son expérience. Donc avant de passer la parole à Eric, je vous précise que vous pourrez poser des questions en direct en utilisant la fonction conversation de l'application Teams. Je pensais également à couper vos micros s'il vous plaît et je laisse sans tarder la place à Eric pour son intervention. Eric, c'est à toi. Merci Christiane. Effectivement, ce que je vous propose, donc, c'est de partager avec vous pendant une demi-heure, 40 minutes, les trois axes principaux, mes connaissances effectivement de management d'équipe en situation difficile, pour que vous puissiez voir un petit peu quand même qu'il y a des choses qui sont même plus compliquées que le Covid, et puis qu'on arrive quand même à travailler en étant plongé au milieu. Mon expérience du Covid, je vous en parlerai un peu plus, j'évolue là-dedans depuis le tout début du confinement, et puis aussi tout le travail que j'ai fait d'accompagnement de secteurs professionnels, et notamment auprès des commerçants. Et donc, la dernière partie, je vous donnerai un petit peu des réponses à des questions que tout le monde se pose, et puis des débuts de piste. Voilà, donc je vous propose qu'on part tout de suite, donc pour que ça soit un peu plus ludique, je vous ai mis des images et un diaporama pour que vous compreniez bien de quoi on parle. Le temps que je le partage correctement, et nous serons partis. Voilà, logiquement. Si on me réussit, il est bien. Voilà, normalement, il devrait être en plein écran pour vous, c'est bon? Non, non, c'est la présentation, Eric, on a le même souci qu'avant. Décidément. Alors, je reclique. Et je se partage. Ah, pourtant, je suis bien sur le diaporama PowerPoint. Bon? Pas bon? C'est bon, parfait. Parfait. Ok. Parfait. Voilà, donc pour me présenter rapidement, j'ai créé mon entreprise il y a 7 ans. Donc j'ai 2 secteurs d'activité. Une entreprise s'appelle Baobab, dont aujourd'hui on ne va pas trop parler, si ce n'est pour les panneaux les affiches et les labels qu'on a pu faire, mais qui est une agence de communication. Et c'est plutôt la branche Redbox qui nous intéresse, qui est surtout de la gestion de communication de crise, pardon, et la gestion de crise. Je fais aussi de la formation, on est organisme de formation et pas mal de conférences. On travaille avec des gens de secteurs très très variés,
avec des groupes de tailles très différentes en France, en Europe et puis à l'international. Et à côté de ma vie professionnelle, ça fait 30 ans que je suis vraiment dans le secours et la gestion de crise en France comme à l'étranger. Donc j'ai géré pendant très très longtemps des opérations de secours spéléo, puis ensuite des opérations de secours en France, puis des opérations de secours de catastrophe à l'étranger. Donc c'est cette expérience-là de management d'équipe en situation, on va dire, de crise ou de situation très tendue, qui me permettent de faire les parallèles avec ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc ça, c'est ma partie professionnelle, ma partie hors profession. Aujourd'hui, je suis encore patron d'une ONG qui fait du secours de catastrophe, qui s'appelle le Corps mondial de secours. Hein, et donc, on intervient après des grosses catastrophes dans le monde. Et je vous en parlerai un petit peu plus loin. Vous verrez qu'il y a pas mal de parallèles aussi dans le fonctionnement et les mécanismes de management avec ce qu'on peut vivre en ce moment au niveau des entreprises. Et puis l'histoire du Covid, ben, moi j'y ai été un peu plongé malgré moi dès le début, puisque les hôpitaux de Colmar et puis de Mulhouse m'ont demandé d'arriver à les approvisionner au tout début de crise, quand il manquait de tout. Et j'avais fait jouer mes réseaux pour leur faire livrer quelques centaines de milliers de masques, quelques tonnes de gel hydroalcoolique et autres surblouses et combinaisons à l'époque où l'ARS ne répondait plus présent. Et qu'eux étaient en pénurie complète. Puis au bout de 10 jours, quand les hôpitaux ont retrouvé un approvisionnement normal, je suis parti dans le Bas-Rhin en tant qu'expert de la sécurité civile pour procéder à différentes missions, les opérations Chardon avec les malades transférés par TGV, mais aussi des renforts SAMU, de la régulation, et puis un gros travail aussi auprès des sans-abri, des squatteurs, qui ont été durement touchés dès le début de la crise par ce confinement. Donc tout ça, ça m'a permis aussi de côtoyer beaucoup de gens dans le milieu médical, et dans l'équipe Redbox, on a le patron des urgences de Colmar qui en fait partie, et donc d'avoir des informations en temps réel sur les situations quand même, et puis tordre le cou à toutes ces fake news qui circulaient pour essayer de dégager les choses qui étaient sûres et vérifiées. Alors, pour revenir un peu dans cette première partie, plutôt sur ce que je peux vous transmettre comme similitude qu'on peut retrouver entre une équipe qu'on emmène à l'autre bout du monde et qu'on doit ramener en bon état après une mission des missions qui sont souvent difficiles, c'est que en tant que chef de mission, je suis exactement comme un chef d'entreprise dont l'entreprise traverse une période difficile. Pour arriver à diriger correctement, il faut que je revoie mes priorités. Elles ne sont plus les mêmes qu'en temps normal. Il va falloir que je me prépare à tenir sur la longueur, donc être capable d'avoir des relais, être capable de passer la main pour se reposer, être capable d'avoir des gens polyvalents autour de soi. Il va falloir anticiper, avoir toujours un coup d'avance dans quelque chose qui est extrêmement mouvant et qui va peut-être changer dans quelques jours. Donc on est bien dans ces conditions-là pour le Covid. On se pose beaucoup de questions qui rendent l'anticipation difficile. Et il faut aussi apprendre à se faire confiance. Donc, c'est ce que je traduis par savoir s'adapter à ce nouveau milieu, savoir écouter les gens qui sont autour de soi, savoir regarder ce qui se passe, observer, et puis surtout sentir, c'est-à-dire se faire confiance à son ressenti, faire confiance à ses intuitions, et donc se faire confiance dans la prise de décision. Et le dernier point qui est une obligation pour vous comme pour moi, c'est assurer la sécurité du groupe, donc moi en mission, mais c'est aussi assurer la sécurité de ses salariés dans l'entreprise et plus largement d'assurer la sécurité des parties prenantes durant cette crise, que ce soit des clients, des fournisseurs ou ses collaborateurs. Donc pour y arriver, en période de crise, la plus grosse problématique quand on veut assurer la sécurité ou la sûreté du groupe, c'est qu'on ne peut plus s'appuyer sur les repères habituels et sur les partenaires qu'on a d'habitude. Donc, nous, par exemple, quand on part en mission de sécurité médicale, elle est assurée par l'équipe médicale qui part avec nous, qui, même si ça peut vous choquer, en priorité doit assurer notre sécurité à nous, c'est-à-dire être capable de nous extraire si on était pris dans une réplique d'un séisme, être capable de nous soigner, être capable de... Voilà. Et bien sûr, il leur reste plein de temps et ce temps est entièrement consacré aux soins qu'on apporte en première urgence aux rescapés des catastrophes. Donc, nous, on peut s'appuyer sur cette équipe médicale. Certes, on est très loin de toute structure hospitalière. Il y a des choses qu'on ne pourra pas soigner à l'endroit où on est, mais on le sait en partant et c'est un parti pris. Donc, c'est aussi accepter dans le monde de l'entreprise qu'en cas de crise, il y a des choses qu'on ne pourra pas faire comme d'habitude, mais on essaie quand même de prévoir un maximum de choses pour pouvoir travailler
dans un mode possible. Au niveau de la problématique qu'on a, c'est des problématiques d'hygiène aussi. On croise des virus, on croise des maladies qui sont bien pires que le Covid. Néanmoins, en appliquant nos gestes barrières qui sont pas très éloignés en fait de ce qu'on doit utiliser en ce moment, la distanciation, une hygiène irréprochable, le port du masque quand il y a besoin. Alors bon, on le renforce souvent nous par des tenues entièrement étanches, mais je touche du bois, mais sur mes 5 missions que j'ai fait à l'international, j'ai jamais ramené quelqu'un de malade de ce type de mission. Donc ça veut dire que les gestes barrières bien maîtrisés, bien compris et bien appliqués permettent de passer à beaucoup d'endroits. Ensuite, on doit évaluer les risques au niveau de la sûreté. Donc nous, c'est compliqué. On arrive dans des pays qui sont souvent très pauvres, qui sont entièrement désorganisés par ce qu'ils viennent de vivre et qui déjà avaient une armée ou une police qui était peu nombreuse et mal équipée et qui là, du coup, se retrouve dans un dénuement total. Donc, il va falloir trouver d'autres moyens d'assurer la sûreté de notre groupe. Et à ce moment-là, il faut être très imaginatif. Donc là, par exemple, la personne que vous voyez à gauche est le responsable de l'hôpital de campagne israélien. L'armée israélienne a 2 particularités. Elle est la première à savoir déployer un hôpital de campagne à l'autre bout du monde parce qu'ils sont habitués à le faire. Et deuxièmement, quand ils déploient un hôpital, ils ont forcément leurs services secrets qui sont dans l'hôpital. Et lui, c'est un responsable des services secrets israéliens et je l'ai rencontré 2 fois sur le terrain et les 2 fois, c'est lui qui a pu nous donner la cartographie et aussi être capable de nous mettre à l'abri en cas de problème. Voilà, donc il faut inventer. Et puis il faut aussi se méfier des faux amis. À droite, vous avez des casques bleus pakistanais qui étaient chargés d'assurer notre sécurité quand on était à Haïti pendant la nuit, à l'endroit où on dormait. Sauf qu'ils étaient terrorisés par les rites vaudous et qui tiraient sur tout ce qui bougeait pendant la nuit, ce qui du coup nous posait un vrai problème de sécurité si on avait besoin de nous déplacer dans le camp où on était. Donc ça, en période de crise, c'est ça, c'est qu'il va falloir trouver de nouveaux partenaires, de nouveaux parties prenantes et savoir très vite démêler les bons des mauvais. Ensuite, dans le management, une chose qui me paraît essentielle et dont le parallèle ne vous échappera pas, c'est en tant que chef de mission, en tant que chef d'entreprise, en tant que dirigeant, on est traversé par des doutes. Il y a des choses qu'on ne sait pas. On ne sait pas forcément de quoi sera fait le lendemain. On a des choix à faire dans ces périodes-là. Et la seule solution pour arriver à faire avancer son équipe, c'est d'être capable aussi de partager ses doutes, d'expliquer ses décisions, d'expliquer pourquoi on retient certains paramètres et pas d'autres, pour pouvoir faire adhérer les gens et continuer à les faire avancer vers l'objectif que vous avez fixé. Donc là, nous, on partage souvent nos doutes avec nos troupes, bien sûr, nos équipes. On partage nos doutes aussi avec les autorités et surtout, on les partage avec la population parce qu'on est forcé de faire des choix qui sont dramatiques pour eux dans les personnes qu'on va pouvoir dégager et celles qu'on ne pourra pas dégager. Et voilà, moi je prends toujours un long moment pour leur faire part de la tristesse, des regrets que je peux avoir, mais de leur expliquer aussi qu'on est là, on n'est pas là longtemps et qu'on va être le plus efficace possible et que ça implique forcément des choix douloureux. Ensuite, la communication, en période de crise, on ne communique plus de la même façon. On soigne sa communication. Et on communique à plusieurs niveaux, on communique vers l'extérieur. Nous, on emmène avec nous régulièrement des équipes télé, des équipes radio, parce qu'on a besoin de cette communication pour nous mettre en lumière. On est une ONG, donc on vit sans subvention, on vit que de dons. Et on entend parler de nous, heureusement, fort rarement, que lors des catastrophes. Et si nous, on ne profite pas de cette fenêtre pour qu'on parle de nous, on n'est pas capable de remplir nos caisses pour pouvoir repartir sur une mission d'après. Donc, on a cette part-là. Mais on met des filtres parce qu'on sait que ces émissions, ces interviews vont être écoutées en France et que les curseurs ne sont pas réglés tout à fait au même niveau dans la sensibilité. On va communiquer en interne, c'est-à-dire vers les familles et vers les employeurs qui sont restés en France, des gens qui font partie de nos équipes. Et bien sûr, on va communiquer en premier et prioritairement avec les gens de notre équipe de manière formelle le matin pour fixer les objectifs, le soir pour débriefer et dans la journée à tous les moments qui seront difficiles et qui nécessiteront qu'on rediscute ensemble pour réintégrer les gens dans l'équipe. La même problématique qu'on retrouve dans toute situation de crise, c'est qu'on va devoir gérer le stress et les émotions des gens de son équipe, de ses collaborateurs, mais aussi, dans le cas du Covid, des clients, des fournisseurs qui, des fois aussi, imaginent des tas de choses qui viennent contrarier la bonne marche.
Je ne vais pas vous faire un cours sur le stress et les émotions. Ce que je vais juste vous montrer par une image que je vais vous commenter, c'est celle de droite avec l'équipage Sino. Donc un équipage Sino, c'est un maître chien et un chien. Donc là, on est au 2e jour des opérations de secours à Haïti. On est les premiers sauveteurs à être arrivés à Jacmel. Et au bout de 2 jours, on n'a pas retrouvé de survivants. Et le chien que vous voyez, il est dressé pour être récompensé par la personne qui trouve dans les décombres, qui va jouer avec lui. Et là, ça fait 2 jours que ce chien, il trouve personne de vivant. Et il a le même regard que son maître, il est complètement démotivé. Et donc le soir, après qu'on ait fini de manger, qu'on ait fini de débriefer de notre journée, on est allé se cacher dans les gravats pour que ce chien vienne nous chercher et qu'on puisse jouer avec lui pour qu'il retrouve la pêche pour le lendemain. Et ça a super bien marché. Donc ce que je veux vous dire, c'est pas que les hommes fonctionnent comme des animaux, pas du tout. Mais c'est juste que dans votre groupe, tous les gens ne vont pas réagir au même degré face à la même situation. Et ensuite, vous n'allez pas pouvoir gérer leur stress et leurs émotions de la même façon. Chaque individu a une manière différente d'appréhender les choses. Et certains vont vouloir qu'on soit juste à côté d'eux, d'autres auront besoin de parler, d'autres au contraire auront juste besoin qu'on les écoute. Donc voilà, c'est aussi vous, être capable d'adapter votre réponse au stress de chaque personne de votre équipe et de les considérer avec une réelle empathie et d'accepter que quelqu'un puisse être profondément stressé par quelque chose qui vous laisse plutôt indifférent. On n'a pas le même vécu, on n'a pas la même expérience, on n'a pas vécu le confinement de la même façon. Et puis, une des choses aussi qui est très importante, c'est de donner du sens à ces actions. Donc, vous allez me dire, oui, toi, en mission, c'est facile de donner du sens à tes équipes. Ben non, il y a des jours où c'est difficile de donner du sens à ce qu'on fait parce qu'on est des fois tributaire d'administration tatillonne, on est tributaire de petits chefs militaires qui veulent d'abord qu'on règle leurs problèmes à eux pour avoir le droit d'aller sauver les gens qui sont sous les décombres. On est tributaire de plein de choses comme ça qui sont fort contrariantes et il faut savoir continuer à donner du sens aux équipes pour qu'elles ne se démotivent pas. Idem pour le Covid, on peut se demander quel est l'intérêt de faire redémarrer l'entreprise alors qu'on a des tas de gens qui sont malades dans sa famille. Donc voilà, c'est du rôle du chef d'entreprise, du chef de mission, d'être la personne qui essaye de montrer le chemin et qui essaye de donner du sens à ses objectifs communs. Et puis surtout, à un moment, cette crise, elle s'arrête et il faut préparer le retour à la vie normale. On vit une période qui est extraordinaire en dehors de la réalité normale, avec des priorités qui sont pas celles de la vie normale, avec des émotions, des sentiments qui sont différents. Et un jour, il va falloir savoir retrouver la normalité qu'on avait avant et prendre le temps de passer dans ce sas qui nous ramène à la vie normale. Alors ça peut paraître un peu simple pour le Covid. Il y a des gens, effectivement, on s'aperçoit autour de nous, qui ont très vite retrouvé la vie normale. On a d'autres gens qui sont encore terrorisés à l'idée de sortir de chez eux. On a des gens qui osent à peine rouvrir. Ils ouvrent des fois plus par nécessité économique que par réel sentiment de sécurité. Donc tout ça, il va falloir se dire qu'un jour, on va retourner à la vie normale, même si elle sera, à mon avis, pas tout à fait la même que celle qu'on avait au mois de janvier-février. Une des problématiques, c'est de la prise de décision. Donc, je vous ai juste mis pour moi les choses qui me paraissent les plus importantes dans une prise de décision en situation de crise. C'est tout d'abord de recueillir des informations les plus pures possibles. Alors, vous avez vu que c'est quand même pas facile dans cette situation où on a une communication dans tous les sens, des gens qui donnent des informations qui vont dans tous les sens. On peut avoir des gens qui ont les mêmes diplômes, qui sont reconnus de la même manière par leur père, et un qui va vous dire que c'est bon, la crise du Covid, elle s'est arrêtée avec le soleil et que ça repartira plus. Et la même personne avec les mêmes galons, les mêmes diplômes, qui sera capable de vous dire que la deuxième vague qu'on va avoir à la fin de l'année, elle va être terrible et bien plus supérieure en pandémie à la première. Et vous, au milieu de tout ça, avec ces informations, on vous demande de prendre des décisions pour savoir ce que vous allez faire avec votre entreprise, avec votre personnel, avec les gestes barrières. Donc la seule solution pour vous, c'est d'essayer de vous faire confiance, d'ouvrir le champ des possibles de ce que vous pouvez faire, d'essayer de trouver toutes les solutions que vous pouvez mettre en place et ensuite de les hiérarchiser en fonction de leur coût, de leur faisabilité, du personnel que vous avez, des objectifs que vous fixez. Et à un moment, vous allez avoir une réponse, une décision qui va vous sembler la décision à prendre à ce moment-là et celle-ci, il faudra l'appliquer à 100% pour être sûr qu'elle fonctionne. Et à l'instant T, il faut que vous soyez persuadé qu'en fonction des connaissances que vous avez et des données que vous avez, cette décision, c'est la bonne décision. Vous pourrez la revoir plus tard, mais vous ne pourrez l'appliquer correctement que si vous êtes persuadé que c'était la bonne décision à ce moment-là. Et pour ça, il faudra avoir évalué toutes les possibilités.
Je reviens sur quelques grands principes du virus, mais vous le connaissez tous maintenant. Donc voilà, on sait bien que c'est le même virus que celui du rhume, hein, sauf qu'il est il est plus dangereux que celui du rhume. On sait que 9 cas sur 10, on guérit simplement par le repos, mais on sait aussi que 50% des gens hospitalisés ont moins de 60 ans et ne présentent pas de pathologie particulière, hein, et qu'on a des décès aussi dans ce type de population. On sait qu'on a passé le plus gros de la crise, on sait qu'on est vraiment dans le retour, la courbe vers le retour à un nombre de cas qui est supportable. Je vous expliquerai après les risques qu'il peut y encore y avoir. Mais moi, pour avoir encore fait du renfort SAMU le week-end dernier, on a encore transporté dans la région strasbourgeoise en primo-déclarant 3 Covid, 29, 52 et 86 ans, donc du Covid avéré. Donc ça veut dire qu'il y a encore de la transmission qui existe. Là, je vous remettais tous les symptômes que vous connaissez, mais je voulais juste attirer votre attention aussi que si vous faites des questionnaires aux gens pour leur demander est-ce que vous avez eu de la fièvre, est-ce que vous avez eu une perte de goût, des frissons, des courbatures, pensez aussi que ce virus évolue dans les organes qui touchent, hein, et qu'on a de plus en plus de gens qui se plaignent non plus de troubles ORL, mais de troubles au niveau des intestins, qui ont des très fortes douleurs abdominales, qui ont des très fortes diarrhées, qui ont des problématiques à ce niveau-là, ou des problématiques neurologiques qui font penser à un début d'AVC, un début d'hémiplégie sur le visage, une jambe qui porte plus. Et en fait, c'est le Covid aussi, et des éruptions cutanées aussi qui ont apparu chez plusieurs personnes avec des grosses plaques rouges ou des poussées de prurite sur l'ensemble du corps qui sont liées au Covid aussi. Donc voilà, c'est quand même un virus qui peut avoir des symptômes qui évoluent. Donc faites évoluer vos questionnaires de santé aussi en fonction de ça. Le reste, je ne reviendrai pas là-dessus parce que vous les connaissez, je vous expliquerai plutôt les certitudes qu'on a. Alors, dans les choses qui sont vraiment intéressantes, c'est toujours cette durée de vie du Covid où on trouve aussi à peu près tout et son contraire. Alors, ce dont on est sûr aujourd'hui, c'est que plus un matériau est poreux, moins le Covid peut survivre à sa surface. Donc, en gros, du carton, du papier, du tissu, le virus va survivre moins longtemps que sur du verre, du métal, du plastique. En revanche, les durées qu'on donne sont étroitement liées à la charge virale qui sera déposée sur la surface. C'est-à-dire que quelqu'un qui sera Covid positif, qui passera juste ses doigts sur un carton pour vous le donner, si vous prenez ce carton avec vos mains, vous le déposez et qu'ensuite vous passez les mains avec du gel hydroalcoolique, la probabilité d'avoir le Covid, elle est de 0%. Par contre, si la charge virale est plus importante, et si vous ne faites pas attention et qu'effectivement vous frottez soit les yeux, soit le nez, soit la bouche, là, par contre, vous avez beaucoup plus de risques de transmission du Covid. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quelles que soient les surfaces, vous pouvez les toucher si vous avez des mains qui sont en bon état. Il faut éviter de le faire, mais vous pouvez les toucher. Mais en tout cas, il faut surtout ne pas porter vos mains au visage et surtout les laver et les désinfecter dès que vous êtes en contact avec ce type d'objet ou très régulièrement. Aujourd'hui, de quoi on est sûr à propos de ce Covid? De très peu de choses, finalement. Ce qu'on sait de manière sûre, c'est qu'on est contagieux 2 jours avant l'apparition des premiers symptômes et qu'on serait encore contagieux 14 jours. Ces 14 jours ont été réduits à 8 jours après l'apparition des premiers symptômes. Donc, les 8 jours après l'apparition des premiers symptômes ne posent de problème à personne, puisqu'à partir du moment où vous allez avoir des symptômes, vous allez vous isoler de toute façon. Par contre, les 2 jours où vous êtes contagieux avant d'avoir les symptômes, c'est ceux-là qui sont vraiment problématiques. Ce dont on est sûr aussi, c'est qu'après 5 semaines après la disparition des derniers symptômes, vos anticorps vous protègent. Et ce dont on est sûr aussi, et dont on n'était pas sûr encore il n'y a pas très longtemps, c'est que si vous avez des anticorps, c'est-à-dire donc si vous faites un test sur une analyse de sang qui montre que vous avez des anticorps, vous ne pourrez plus être contagieux. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus développer la maladie, mais vous ne pourrez pas non plus transporter le Covid pour contaminer quelqu'un d'autre. Vous ne pourrez plus être un vecteur de transmission du Covid. Et puis, ce dont il faut bien se souvenir aussi, et dont on est sûr aujourd'hui, c'est qu'en France, il y a 2 clusters qui sont à l'origine de toute l'épidémie. Il y a le cluster de l'Oise, qui a été très rapidement quand même encerclé, puisqu'on connaissait les noms des personnes, et puis surtout le cluster de Bourse-Villers, qui a été une bombe à retardement, et qui a inondé toute la France. Donc, on voit bien que c'est parti de là, et puis tout l'est de la France et la région parisienne. Et surtout qui a contaminé d'autres pays au monde, puisque ça a contaminé la Guyane, qui à son tour a contaminé le Brésil. Donc voilà, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que des regroupements de personnes dans un milieu clos
dont on ne connaît pas les noms et qui vont rester pendant 7 jours ensemble, c'est les conditions rêvées pour, enfin, voilà, pour arroser l'ensemble d'une planète avec une contamination. Donc le but aujourd'hui dans les gestes barrières et dans ce qu'on demande à la population, c'est justement de ne plus recréer un vrai cluster qui pourrait faire redémarrer le Covid si la population n'était pas encore assez immunisée. Donc ça permet de comprendre pourquoi on ne doit pas se rassembler à de très nombreuses personnes dans des lieux clos. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion entre ce qui s'est passé à Bourse-Villers et puis nos commerces ou nos lieux où on reçoit les clients? Ben, ce qui va changer énormément les choses, c'est est-ce que ce sont des lieux couverts ou découverts? Est-ce qu'ils sont clos? Est-ce qu'on est en terrasse? Est-ce qu'on est dans une salle? Est-ce qu'on est à l'intérieur ou pas? Est-ce qu'on a une aération ou est-ce que c'est quelque chose qui est difficile à aérer et qui reste confiné? Parce qu'on sait que si on renouvelle l'air, eh ben on a tout ce qui est en suspension qui va disparaître, donc on a beaucoup moins de chances d'être contaminé. La durée d'exposition, est-ce que les gens vont rester longtemps? La personne contaminante, potentiellement contaminante, est-ce qu'elle va être longtemps dans cette pièce ou est-ce qu'elle va juste y passer? Donc c'est important aussi de limiter la durée de présence des personnes dans des magasins. C'est aussi, voilà, c'est aussi peut-être important de limiter l'accès à certains endroits et que les gens demandent et qu'on leur apporte ce dont ils ont besoin. Qu'est-ce qui va aussi déterminer le risque de contamination? Ça va être le nombre de personnes présentes en même temps, dont cette jauge qui est apparue dès le début, qui est un rapport entre la surface libre du magasin et la capacité de personnes que vous pouvez accueillir en même temps. Plus vous allez mettre un nombre de personnes importantes, plus elles vont être rapprochées, plus vous allez laisser longtemps dans un milieu confiné et couvert, plus vous avez les chances de créer des conditions de contamination qui soient optimales. Et puis la distance entre les personnes, puisque la recommandation est d'1 mètre à 1,50 m. On sait qu'on diminue très fortement la contamination si ces distances sont respectées. Toutes ces choses-là, ce sont des choses qui n'ont pas été respectées, non pas par mauvaise volonté, simplement ces gestes n'étaient même pas encore mis en application à l'époque du Bourse-Villers, puisqu'on était, je vous rappelle, bien avant les élections. Mais en tout cas, à posteriori, on s'aperçoit qu'en fait, on avait tout réuni dans cette semaine-là pour qu'il y ait une contamination optimale. Alors, je ne vais pas non plus vous rappeler tout ce qui existe comme règlement, vous connaissez très bien. Simplement, ce qu'il faut vous dire, c'est qu'il n'y a pas de réglementation particulière Covid dans la responsabilisation du dirigeant. C'est exactement les mêmes obligations de sécurité qu'il y avait toujours, c'est-à-dire qu'il doit assurer la sécurité de son personnel. C'est une obligation de moyens renforcés, c'est-à-dire qu'on doit prendre toutes les mesures connues à l'époque où on les prend pour protéger son personnel. Donc là, en ce moment, c'est simple, il n'y a rien qui a vraiment changé. Ce sont les gestes barrières, le port de masque, le gel hydroalcoolique, savoir pourquoi expliquer à son personnel ce qu'est le Covid, comment on s'en protège, l'expliquer aux clients. Et puis, au niveau des salariés, eux, ils ont une obligation qui est toujours la même que les textes habituels, c'est d'informer son employeur si il sent qu'il ne va pas bien. Sauf que là, on lui demande un peu plus de s'il a été en contact avec une personne atteinte du Covid ou s'il a été en contact avec une personne présentant tous les symptômes du Covid dans l'attente d'avoir les résultats des tests. Il va falloir l'isoler aussi. Et si lui-même présente des symptômes qui peuvent faire penser au coronavirus, en attendant d'avoir les résultats des tests, il va falloir qu'il reste chez lui pour ne pas contaminer le reste du personnel ou des clients. Donc, on a une obligation d'organiser ça au sein de son entreprise. Donc, je vous ai mis quelques exemples. C'est ce qu'on a fait pour la Fédération du bâtiment, mais qu'on a fait pour d'autres entreprises qu'on peut adapter. Ce qui est intéressant, c'est vraiment de mettre des fiches pratiques très didactiques et très faciles. Donc, par exemple, pour la prise de poste, ce qu'il faut faire chaque matin quand on arrive au travail. L'auto-questionnaire de santé, qui est aussi quelque chose qui est bien, puisque vous n'avez pas le droit de recueillir des données médicales sur vos salariés. Mais par contre, vous pouvez demander à votre salarié de faire cet auto-questionnaire tout seul à son arrivée dans l'entreprise ou de lui envoyer et qu'il le fasse tous les matins avant de se rendre dans l'entreprise. Et s'il répond oui à une seule de ces questions, à ce moment-là, ça veut dire qu'il ne peut pas venir travailler et qu'il va falloir qu'il soit isolé en attendant de savoir s'il a le Covid ou pas. Donc, vous ne stockez pas de données médicales et vous lui faites juste signer un papier comme quoi il a bien pris connaissance du questionnaire, qu'il l'a bien rempli et qu'il n'avait aucun oui à aucune des questions pour que vous puissiez aussi montrer que vous avez bien pris en compte cette difficulté. Les gestes barrières, vous les connaissez tous. Juste ce que je veux vous rappeler, c'est que
Le port des gants ne sert à rien, sauf si vos mains sont abîmées, et sauf pour les personnes qui vont particulièrement être exposées à des risques de Covid. Je pense par exemple aux gens qui font du nettoyage de locaux ou qui vont nettoyer des sanitaires dans des campings, des hôtels. Donc ces gens-là doivent être particulièrement protégés. Mais sinon, les gants ne servent à rien. Enfin, on voit des aberrations, des gens qui se nettoient des gants avec du gel hydroalcoolique. Voilà, ça sert à rien du tout. Au contraire, ça rend les gants poreux. Donc, si vous n'avez pas des mains abîmées, eh ben, vous nettoyez régulièrement vos mains. La peau est une très bonne barrière contre les virus, hein. Pensez par contre à désinfecter toutes ces petites choses auxquelles on ne pense pas, les claviers d'ordinateur, le volant, le pommeau de changement de vitesse, les téléphones personnels, les téléphones du travail. Ce qui est aussi intéressant avant de rentrer dans l'entreprise, c'est de laisser ses affaires personnelles dans un carton, dans une zone propre. Donc chacun a un carton, il met ses affaires dedans. Et donc on n'a pas d'affaires potentiellement souillées qui rentrent dans l'entreprise. Et la personne, quand elle les reprend, elle n'a pas de risque non plus que ses affaires aient pu être contaminées le temps qu'elles étaient dans l'entreprise. Et suivant les professions, c'est plus pour les gens qui vont être sur le terrain. Ce qui est bien, si possible, c'est qu'effectivement, ils prennent une douche, ils se changent au sein de l'entreprise et qu'ils repartent chez eux en étant propres et en ayant revêtu des vêtements propres. Donc, les gestes barrières de l'entreprise, ce qu'on oublie aussi, on est souvent assez draconien avec son personnel et avec soi-même. Et on oublie, par exemple, qu'il y a plein de gens extérieurs qui viennent aussi de l'entreprise, des livreurs, des gens qui viennent faire des réparations, les gens qui viennent faire de l'audit, je ne sais pas. Enfin, donc, vérifier que ces gens-là appliquent bien exactement les mêmes consignes que vous appliquez dans votre entreprise. C'est les consignes de votre entreprise qui doivent s'appliquer à ces gens-là. Vous ne savez pas s'ils sont porteurs du virus ou pas, donc vous considérez qu'ils sont porteurs du virus. Donc vous leur demandez de porter un masque. Vous essayez de prévoir un chemin où ils vont croiser personne jusqu'au lieu d'intervention. Vous essayerez derrière de les infecter, donc de lui faire toucher le moins de choses possible et ensuite de désinfecter ce qui a été touché par cette personne-là. Si possible, le faire ressortir par un chemin différent pour qu'il ne croise pas d'autres personnes extérieures à l'entreprise. Vous pouvez essayer de prendre la température aussi. C'est des choses qui, dans certaines entreprises, sont faites, même si on ne le recommande pas. Ce n'est pas recommandé du tout par l'État de prendre la température des personnes pour une simple raison, c'est que vous n'avez pas le droit de stocker cette donnée et qu'en plus, il y a moins d'un tiers des personnes qui sont porteuses du Covid dans les premiers jours qui déclarent de la température. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va vraiment vous offrir une garantie. Et puis, il faut rappeler les consignes. Voilà. 2-3 petites idées aussi. Le savon, c'est mieux que le gel. Il vaut mieux savonner régulièrement les mains et bien les rincer avec de l'eau que de faire des nettoyages au gel. Néanmoins, quand on n'a pas de point d'eau, le gel reste quand même la seule chose qui nous permet d'avoir des mains qui soient propres. Mais pensez à vous, même si vous utilisez du gel, si vous avez la possibilité de vous savonner les mains, de bien vous savonner les mains et de bien les rincer. Et un bon lavage de mains et un bon frottage au gel hydroalcoolique dure au moins 20 secondes, sans oublier aucune partie de la main. Un petit point sur les masques, vous connaissez les masques chirurgicaux, vous connaissez les masques en tissu. Ces deux masques ont la même fonction, c'est empêcher vos gouttelettes de salive d'aller contaminer les gens qui sont autour de vous. Donc ces masques-là ne fonctionnent au niveau de la prophylaxie, au niveau de l'arrêt de la contamination dans la population, que si plus de 80% de la population porte un masque, si les distanciations ne sont pas respectées. On est bien d'accord. Donc marcher dans la rue déserte avec un masque n'a pas d'intérêt, si ce n'est qu'on n'a pas envie d'y toucher en passant peut-être d'un magasin à l'autre et qu'on préfère le garder sur la figure. En revanche, dès qu'on est dans une file d'attente, dès qu'on est dans un magasin, dès qu'on est dans un endroit où il y a du public, le port du masque, chirurgical ou tissu, prend tout son sens. Les masques FFP2 sont des masques qui vont protéger les personnes qui sont autour de vous, mais qui vont vous protéger contre 99,9% de toutes les particules qui peuvent arriver de l'extérieur. Ces masques FFP2 vont être réservés aux soignants, aux personnes en contact avec le Covid ou aux personnes qui ont de fortes chances de toucher des surfaces ou nettoyer des surfaces et de former des gouttelettes qui pourraient être contaminées. Donc, je pense particulièrement aux femmes et aux femmes de ménage, par exemple, dans les hôtels. Elles ont vraiment intérêt à avoir les lunettes, le masque, un masque FFP2, d'avoir des gants. Voilà. Par contre, un masque FFP2 pour se promener dans la rue est inutile. Une petite chose aussi à ne pas oublier, c'est que le port des EPI spécifiques au Covid ne dispense absolument pas, bien au contraire, du port des EPI adaptés à son travail. Les gants de travail sont toujours obligatoires, le casque, les chaussures de sécurité, les pantalons anti-coupure, enfin toutes ces choses-là. On doit les porter en plus.
Et surtout, je dirais qu'il faut faire très attention à ses mains, parce que les plaies au niveau des mains, après, sont des brèches pour la contamination. Important aussi de définir des zones. C'est la zone propre, c'est la zone qu'on va préserver absolument de la présence du virus. Donc ça va être par exemple votre magasin qui va être entièrement nettoyé, entièrement désinfecté. À partir de là, vous allez mettre en place un certain nombre de choses pour que vous ayez le moins de chances possible qu'une personne contaminée puisse aller contaminer l'intérieur du magasin. Donc, vous allez avoir une zone de transition. Ça va, par exemple, ces vestiaires pour les gens qui travaillent chez vous, où ils vont être capables de s'équiper, de se nettoyer les mains correctement et ensuite de pouvoir arriver dans la zone propre. Et la zone contaminée, c'est la zone où le virus est présent ou susceptible de l'être. Donc, celle-ci, elle doit être à chaque fois séparée avec cette zone de transition par rapport à la zone propre. Quelques recommandations qu'on peut faire, c'est juste, ce que j'aimerais juste vous rappeler, c'est attention aux personnes qui sont considérées comme ayant un risque élevé, donc les gens asthmatiques, les gens qui ont des affections de longue durée, des gens qui peuvent se sentir plus faibles. Ces gens-là, c'est pas interdit qu'ils travaillent. Néanmoins, il faut souvent une autorisation du médecin du travail pour qu'ils puissent revenir. Et c'est aussi des gens où, si vous sentez qu'il y a une volonté de leur part de travailler, essayez de leur trouver un poste qui soit compatible avec l'absence de contact. Alors, je sais que dans les magasins, c'est plus difficile, mais ça peut être du coup quelqu'un qui s'occupe de réapprovisionnement, de passer des commandes, ce genre de choses. Dans le BTP, par exemple, ils mettent ces gens-là plutôt alors dans les camions de livraison, avec un protocole qui font qu'il ne sera jamais en contact avec quelqu'un et qui va vraiment travailler tout seul. Donc, faites attention à ce personnel-là. Mettez un affichage clair sur les sites. Là, je vous ai mis un exemple de ce qu'on a fait pour les vitrines de Colmar. Donc, créer un label pour dire que la personne a été sensibilisée au Covid et s'engage à mettre en place toutes les mesures, et avoir une charte qui soit pas trop, qui fasse pas peur, mais qui montre juste, voilà, qu'on a mis en place un certain nombre de choses et qu'à chaque fois qu'on voit un panneau avec cette charte graphique, on sait qu'on est en train de parler du Covid. Donc, avec des petites choses qui rassurent, on a désinfecté les cabines, la désinfection des mains systématique, et puis des incitations aussi, parce que les gens oublient de mettre des masques dans les magasins ou ne veulent pas les mettre, ou l'oublient dans la voiture. Et puis, les premiers commerçants commencent à lâcher prise aussi en autorisant à rentrer sans masque. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de dire, OK, vous mettez tout en place chez vous pour ne pas contaminer les clients. Vous demandez aux clients de faire la même chose pour ne pas contaminer votre personnel, ni les clients qui vont venir après. Donc, en fait, c'est une charte, c'est un pacte qu'on doit faire. Moi, je te protège et toi, tu prends l'engagement de me protéger aussi quand tu viens dans mon magasin ou dans mon entreprise. Un affichage clair aussi, c'est très important. Attention, on a essayé de tout regrouper sur une seule affiche pour éviter de partir dans des panneaux d'affichage dignes des élections. Donc voilà, essayez de rester très clair, très, très succinct, de ne pas mélanger trop d'informations au même endroit pour que les gens ne soient pas perdus. Le gros message à faire passer, c'est que jusque-là, on a fait un énorme effort. Hein, le pays s'est confiné. On n'aurait jamais cru que c'était possible d'arrêter l'économie pendant autant de semaines. Ça va être compliqué de redémarrer, ça va être compliqué de tous s'en sortir correctement. Mais si en plus les gens ne font pas attention, on va gâcher tout ce qui a été fait avec un redémarrage possible du Covid, alors qu'on souhaite tous le contraire. Donc il reste une dernière ligne droite à faire. Il faut tenir encore un petit peu ces gestes barrières et il faut que tout le monde s'y mette. Si on regarde juste un petit peu comment a réagi le commerce face au Covid, je vous ai juste remis quelques chiffres que je trouve très parlants. On s'est aperçu que pendant la période de confinement, 90% de la population change ses habitudes de consommation. Les achats en drive vont doubler. La moitié des ménages n'ont fait aucun achat non alimentaire pendant le confinement. Donc, c'est vraiment un repli assez sur soi-même. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est que 2 tiers pensent revenir à leurs habitudes initiales pour tout ce qui va être service, et 2 tiers qui pensent retourner dans les restaurants et dans les bars, même si pour l'instant, on s'aperçoit que les restaurants restent quand même très vides. C'est certainement dû aussi à la fermeture des frontières, mais aussi dans la clientèle locale qui est encore peu enclin à aller dans les restaurants. Mais il existe des freins qui sont aussi clairement identifiés. C'est que la moitié des ménages pensent que les règles sanitaires ne sont pas respectées correctement ou craignent que les règles sanitaires ne soient pas respectées correctement. Et puis c'est vrai que sur les réseaux sociaux, c'est plutôt anxiogène au lieu de poster des choses où on voit que tout est bien en place. Plein de gens aiment poster des bars pleins remplis, personne n'a de masque.
certains jardins publics où il y a trop de monde, alors que globalement, il faut quand même reconnaître que les entreprises jouent le jeu, les commerçants jouent le jeu et que c'est plutôt très bien respecté. Donc, c'est ces messages qu'il faut arriver à faire passer. Un tiers des gens ont peur d'être contaminés par le Covid en sortant de chez eux. Et puis, un tiers craignent les attentes trop longues. Donc, ça doit vous parler aussi sur les messages à faire passer. C'est oui, on a tout bien mis en place. Oui, vous pouvez nous téléphoner avant si vous avez quelque chose de particulier et on peut se mettre d'accord sur une heure qui est plus creuse pour pouvoir venir dans le magasin, ou on peut faire, par exemple, 2 ou 3 après-midi par semaine, où ça sera sur rendez-vous, les accès, je pense notamment aux magasins où il y a du prêt-à-porter ou ce genre de choses, où les gens, du coup, peuvent avoir un moment juste pour eux. Donc, le rôle que les commerçants ont à jouer, parce qu'ils ont un vrai rôle, c'est rassurer leur clientèle pour pouvoir redémarrer, rassurer leur clientèle, mais aussi leur personnel pour revenir travailler. Rappeler les règles qui sont utilisées, mais ces règles, il faut les rappeler en interne, bien sûr, mais aussi les rappeler en externe pour rassurer les gens. Voilà ce qu'on a mis en place, voilà ce qu'on fait tous les jours, voilà ce qu'on fait toutes les heures. Donc, venez chez nous. Franchement, on a tout mis en place. Et puis, expliquer ce que vous faites à vos collaborateurs, à vos clients et aussi à vos voisins, parce qu'on s'aperçoit aussi qu'il y a des gens, voilà, suivant le type de magasin qui est à côté, qui du coup, ils voient qu'à côté, on ne porte pas de masque, ou ils obligent les gens à en mettre. Donc, ça vaut peut-être le coup aussi d'aller discuter avec ses collègues pour essayer d'avoir quelque chose une application logique des gestes barrières. Donc là, je vous ai juste montré la différence qu'il y a sur de l'affichage. L'affichage qu'on voit à gauche, c'est un affichage qu'on voit encore dans pas mal de magasins. On ne peut pas leur en vouloir. L'affichage a aussi un côté de talisman. On essaye de mettre tout ce qu'on peut pour montrer qu'on s'est absolument protégé contre le Covid. Mais du coup, la lecture est très aléatoire pour les personnes qui vont rentrer chez vous. Et à droite, on vous montre l'affichage qui suffit au jour d'aujourd'hui à mettre en place. C'est que oui, vous êtes engagé, vous êtes conscient de ce qu'il faut mettre en place pour lutter contre le Covid. Vous demandez aux gens de porter le masque dans votre magasin et vous affichez la jauge que les préfectures ont demandé qu'il soit affiché pour le nombre de personnes qui peuvent être en même temps dans votre magasin. Donc en fait, l'obligation pour arriver à fonctionner, c'est en premier, c'est vendre, c'est clair, quelle que soit sa catégorie de magasin ou d'entreprise. Si le travail reprend, il faut qu'on fasse rentrer de l'argent dans nos entreprises. Mais il faut aussi qu'on protège les gens qui vont venir chez nous, travailler ou acheter. Il faut qu'on soit exemplaire en tant que chef d'entreprise, en tant que cadre, en tant que responsable d'une entreprise et en tant que même collaborateur par rapport aux clients. On se doit soi-même d'être un modèle pour les gens, sinon on ne peut pas leur demander d'appliquer des choses qui ne sont pas appliquées à la lettre en phase 2. Dernière petite chose, je pense très sincèrement que dans cette période-là, il faut vraiment que vous arriviez à prendre du temps pour débriefer tous les jours avec votre personnel, avec vos collaborateurs, juste pour savoir si tout s'est bien passé, si au contraire il y a quelque chose qui a posé une difficulté, comment on pourrait faire pour que cette difficulté ne se représente pas. Et n'oubliez pas aussi, quand vous serez à la fin de cette crise-là, quand les quelques jours auront passé, que peu à peu vous serez retourné à une vie normale, de prendre un moment avec eux pour revenir sur cette crise. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'ils aimeraient garder dans les habitudes? Qu'est-ce qu'on peut capitaliser? Qu'est-ce qu'au contraire, il faut essayer de complètement corriger pour ne pas revenir dans cette situation-là? Donc voilà, communiquez positivement vis-à-vis de vos équipes. Osez dire que vous ne savez pas plutôt que d'énoncer de fausses vérités. Évitez tout ce qui est message anxiogène, évitez tout ce qui est contrainte. Au lieu de faire signer un papier aux gens en leur disant voilà, tu t'engages à bien suivre tous les gestes barrières parce que sinon, moi, je peux te punir. C'est beaucoup plus important de dire ensemble, on va faire redémarrer le travail, on va appliquer les gestes barrières, on va les faire appliquer. Et c'est un espèce de pacte que vous passez avec vos collaborateurs. Et puis, dites-vous que le Covid, il permet de mettre beaucoup de choses en place que la loi souvent avait déjà demandé dans le domaine de la sécurité, mais surtout dans le domaine de la solidarité, du respect des gens avec qui vous travaillez et de prendre soin des gens qui sont autour de vous pour de vrai. Voilà. Je pense que quand on dit que le Covid peut être une chance dans le management, je pense que c'est vraiment ça. Accepter de déléguer, accepter de faire attention aux gens, accepter qu'on fasse attention à vous. Et garder ces bonnes habitudes quand le Covid aura heureusement disparu pour pouvoir manager vos équipes différemment. Voilà, donc tout ce travail, il est à faire avant la reprise, mais pour la plupart, vous y êtes pendant cette phase de reprise et n'oubliez pas de le faire après pour capitaliser sur cette période difficile.
Voilà ce que je pouvais vous dire ce matin sur ce management d'équipe et ce qu'on sait sur la situation du Covid au jour d'aujourd'hui. Alors, je suis à vous pour les questions, si vous en avez. Alors, il n'y a pas de questions écrites, donc que les personnes qui souhaitent poser une question se manifestent. Moi, je pourrais simplement demander à ce que, Eric, tu nous rappelles le lien pour télécharger les affiches. Oui, alors ils sont sur les liens de la CCI. Luciane, c'est ça, hein? Oui, Moi, oui, mais Myriam, vous avez le lien exact peut-être? Juste une minute. Voilà, donc en attendant le lien qui sera donc dans la conversation, est-ce qu'il y a des questions? Eric, tu as une question dans le fil de conversation sur les déplacements en avion. Ah oui. Alors, les déplacements en avion, les consignes particulières, ça sera vraiment les compagnies aériennes qui vont les fixer. L'avion, comme problématique, ce qu'il pose, je pense que c'est pas l'avion en lui-même, parce que ça sera facile pour eux de respecter un certain nombre de choses. L'air est filtré dans les avions, donc ça, ils savent faire. En revanche, il y a quand même beaucoup d'endroits où, on connaît tous les salles d'embarquement qui sont déjà bondées en temps habituel. Donc là, il faudra voir comment les gestes barrières peuvent être respectés. Moi, les conseils que je peux vous donner, ce que je peux juste vous donner comme conseil, c'est effectivement vous d'être irréprochable sur votre hygiène des mains dès que vous touchez quelque chose, éviter à chaque fois de porter vos mains au visage, et puis de limiter au maximum, je pense, les déplacements tant qu'on n'est pas revenu dans une situation qui soit plus tranquille. Donc si c'est vraiment nécessaire, ben oui, bien sûr, il faut prendre l'avion, hein. Il y a des endroits où on est forcé de le prendre, mais sinon, il y a peut-être d'autres moyens de transport à privilégier. Oui, je sais qu'ils sont assis sans espace. Je sais parce que s'ils partent du principe que sinon les vols ne sont plus rentables. Donc, ça veut dire potentiellement vous êtes à côté de quelqu'un qui est porteur du Covid et vous allez passer 5 heures à côté de lui, voire 6 heures. Donc, ouais, c'est un vrai problème. Enfin, moi, je sais que pour l'instant, les déplacements en avion, ben, je ne vais pas les faire. Est-ce qu'il y a une autre question ou est-ce que Eric a été particulièrement clair? Oui, bonjour, j'aurais une question sur le déconfinement des événements à forte capacité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez des informations à nous donner sur la gestion justement de ces événements? C'est-à-dire, hein, j'ai pas vraiment bien entendu les déconfinements de… Et le déconfinement pour les événements à forte capacité de personnes. Ah oui, par exemple, les concerts ou les foires, Oui. Non, pour l'instant, alors moi à mon niveau, mais je suis pas, voilà, mes contacts, ce sont les hôpitaux, l'ARS et la préfecture, donc c'est pas non plus, je suis pas dans le secret des dieux. Je pense que ça va être annoncé avant le 22 juin les nouvelles mesures. Je pense qu'il y a des choses qui vont vraiment pouvoir réouvrir, puisque on sait que des choses qui sont très confinées, que moi je pensais qu'elles allaient ne pas réouvrir cet été, comme par exemple les centres de cure thermale qui pour moi était un espèce de condensé de tout ce qu'il fallait pas, c'est-à-dire un taux d'humidité très fort, des gens qui sont très peu protégés, beaucoup d'humidité, vont pouvoir réouvrir à partir du 15 juillet. Donc je pense que sur les événements, oui, il y a des choses qui vont certainement se remettre en place avec la problématique qu'il y a, c'est que tous les gros événements se préparent à l'avance. Et puis là, il y en a quand même beaucoup qui ont dit, ben, dans l'incertitude, on laisse tomber pour cette année, quoi. Donc moi, j'ai pas d'infos là-dessus pour l'instant, je suis désolé. D'accord. Et par rapport à tout ce que vous nous avez annoncé en mesure de protection, aujourd'hui, il y a un événement qui est très important, ça va être le Tour de France qui va arriver prochainement, au mois de septembre. Comment faire pour traiter l'afflux de personnes qui va être au bord des routes et qui, je l'espère, vont respecter les gestes barrières, mais j'ai peu de doutes, je ne vous cache pas. Non, mais je suis assez d'accord avec vous. Alors,
En revanche, ce qu'on peut se dire, c'est que le Tour de France, l'immense avantage, c'est qu'il est en extérieur. Donc quand même, la contamination en extérieur, les gens massés à l'extérieur, c'est quand même moins dangereux que des gens massés dans un gymnase, par exemple. Voilà. Après, l'autre avantage que j'y vois, c'est qu'il n'est pas tout de suite. Donc il y a encore des choses qui vont évoluer. On espère que la courbe va continuer et puis que le Covid aura disparu. Et puis après, malheureusement, je pense que j'ai envie de vous répondre qu'on a quand même une population qui est assez indisciplinée pour certaines choses. Moi, j'ai vu des files d'attente juste à côté du centre du SAMU à Strasbourg, où nous, on faisait vraiment très attention à tout ce qu'on faisait et on voyait des gens qui étaient les premiers, allez, on va dire les 50 premières personnes respectaient à peu près la distance, mais ensuite, des gens étaient par grappe sur leur caddie en train de discuter. Donc, pour le Tour de France, je pense qu'il y aura des recommandations qui seront faites, mais après, ça sera aux gens d'être plein de d'essayer d'être un peu lucide. Voilà. La difficulté, c'est qu'on ne sait pas du tout où on va. Les informations, il y a des informations très positives. On sait que maintenant, on est à 55 pays, 55 pays n'ont plus de nouveaux cas de Covid et de nouveaux décès Covid depuis une semaine. Donc ça, c'est plutôt encourageant, puisqu'il y a 15 jours, il n'y avait que 7 pays qui étaient dans ce cas-là. En revanche, ce matin, le préfet de Moselle a expliqué que la courbe des contaminations remontait dangereusement chez lui et qu'il allait certainement demander à repasser en zone orange. Donc voilà, on est vraiment dans une période où en fait on a la solution entre nos mains. On applique correctement les gestes barrières, on essaye de respecter tout correctement. Je pense que cet été, c'est quelque chose qui sera derrière nous. On n'y arrive pas, on recrée des conditions de contamination et on risque de replonger. Et ça serait vraiment un énorme gâchis. Eric, juste une petite correction. Vous avez parlé des avions, mais si je ne me trompe pas, Jean-Baptiste Djebari, le secrétaire au transport, a dit qu'à partir du 15 juin, ce n'est plus une place sur 2 dans les trains. C'est une voie normale. Oui, parce que je pense qu'il ne pourra pas y avoir de différence entre les trains et les avions. C'est fort probable, mais c'est juste par rapport, on ne dit pas prendre l'avion, mais les trains, c'est pareil à ce moment-là. Enfin, la différence, c'est que dans les avions, à l'intérieur, vous l'avez dit, l'air est recyclé. Dans les trains, ce n'est pas le cas. Alors, oui, sauf j'ai vu qu'il y avait une communication de la SNCF qui disait que dans les TGV, l'air était filtré comme dans les avions. Oui, c'est juste. Voilà. On veut bien juste la petite parenthèse pour qu'on ne dise pas que les avions et puis l'histoire des trains. Oui, tout à fait. Christophe, tu as pris l'avion récemment. Il y avait effectivement tous les sièges utilisés? Non, je n'ai pas pris l'avion. Non, je suis bien en France. Je suis à Morphir. C'est un clin d'œil. Non. Je t'ai pris au mot, tu vois. Je suis désolé, Christiane. Non. Sinon, je suis obligé de faire un confinement 15 jours là-bas et puis 15 jours au retour. Alors, je pourrais difficilement être là lundi à la chambre. Non, je n'ai pas pris l'avion. Par contre, j'ai pris le train. J'ai pris le train quand c'était une fois sur 2. Ça, c'est clair. Et mais même une fois sur 2, les fois où j'ai pris le TGV, il y avait en moyenne 5 à 10 personnes par rame ou par étage. Donc c'était de loin pas. Désolé, Christiane. Non, pas de souci, c'est moi qui t'ai pris au mot. Voilà. D'autres questions? Des questions pratiques pour les entreprises, les commerces? Est-ce que... Non? J'étais ce matin en ville, je trouve que pas beaucoup de monde. La météo n'est pas favorable non plus depuis le déconfinement. Certes, j'étais il y a 2 jours aussi, pareil, le parking de la mairie à Colmar, 2e étage en bas, il n'y avait personne, il y avait 2 voitures. Ouais, même chez les restaurateurs, hier j'étais à Colmar, au Lavandière, c'était d'ailleurs amusant parce qu'il y avait une équipe de M6 qui venait tourner sur ce fake de cluster souterrain qui aurait eu lieu à cause du restaurant qui avait servi pour Chinese Restaurant. Et au moment où ils interviewaient la responsable du restaurant, il y a un petit train de Colmar qui est passé et les 3 premiers wagons, c'était que des Asiatiques. Donc c'est vrai que j'ai hâte de voir ce reportage, mais je pense que du coup, ça va pas forcément servir une fois de plus notre région, alors que moi j'ai envie de dire, on a été touché le plus durement par ce Covid. Moi je trouve que l'Alsace a su réagir quand même. Enfin, moi je trouve qu'on a une des régions qui a su prendre les choses à bras le corps
et s'organiser pour y répondre. Et je trouve que c'est cet argument que nos politiques devraient mettre en avant en disant que ben, s'il y a une région qui sait prendre et mettre en place des gestes barrières, qui sait pourquoi il faut le faire, c'est bien la nôtre, quoi. Donc les touristes qui veulent venir chez nous, ils arrivent quand même dans la région où on est le plus sensibilisé à la chose et où on fait le plus attention, quoi. Donc c'est certainement moins dangereux de venir chez nous que d'aller traîner à Marseille ou dans le métro à Paris, quoi. Ouais, par contre, il y a eu de la communication catastrophique, hein. Moi, quand j'ai entendu il y a 3 semaines, un mois, à la télé, à TF1 à midi, un responsable qui accueille effectivement des jeunes, qui a dit que cet été, il ferme jusqu'à fin août parce que la majorité des jeunes qui viennent chez lui viennent de l'Est. C'est ce genre de choses. Pour moi, ce qui m'est arrivé en Corse, je devais être fin juin en vacances. Et ben, j'ai reporté et le patron, enfin c'est pas le patron que j'ai eu au téléphone, a dit bah, écoutez, vous venez d'une zone rouge, mon patron préfère que vous ne veniez pas. Hein, donc, mais le boulot qu'a fait la Chambre en particulier pour communiquer sur cette histoire de carte rouge et de changer la couleur, bon, on est sorti en vert, on aurait pu sortir en orange, mais a été grand. Bon, de toute façon, moi, mes coordonnées sont disponibles, hein, Christiane. Oui. Tout ce que vous êtes là, hein. Donc, si jamais vous avez des questions, vous avez besoin de renseignements, vous n'hésitez pas. Il y aura mon mail, mon téléphone. Voilà. Moi, je suis sur Colmar. Je suis joignable n'importe quand. Donc, voilà. D'accord. Bien, écoutez, vous avez donc tous entendu. Eric reste à votre disposition pour des questions qui... Ah, on t'a perdu, Christiane. Pardon. Oui, excusez-moi. Oui, donc Eric a bien confirmé qu'il était à votre disposition pour tout renseignement aux questions qui vous viendraient après. Je précise que vous pouvez revoir ce webinaire si vous le souhaitez. Vous pouvez en parler autour de vous aussi pour le faire découvrir aux personnes autour de vous afin qu'elles puissent en prendre connaissance et en espérant que ces conseils et vos connaissances de ce virus vont nous aider à passer le cap et effectivement à rester vigilants, pour le bien de nous tous et surtout de notre économie, afin que nous puissions nous en sortir le plus rapidement possible. Je crois que là, Eric, tu nous l'as bien fait comprendre avec ton dernier slide aussi, en disant que ce serait vraiment excessivement dommage que pour des gens qui ne respectent rien, qui ne réfléchissent pas, que l'on retombe dans l'enfer que nous avons connu. Voilà, bien écoutez, je vous remercie à vous tous. Merci encore à Eric, merci à la CPME, je vois Jean-Michel là. Et merci à tous ceux qui ont travaillé à la Chambre, Myriam, Aziz et tout Nadine, et j'en oublie certainement, tous ceux qui ont participé donc à ce webinaire, en espérant que ça vous aura servi et que ça nous servira pour le futur. Voilà, merci à vous, à bientôt. Au revoir. Merci, bonne journée à tous, au revoir. Michel, à bientôt.